Oh, c'est bon. Félix, Oui. quelles étaient les activités de la baie au début des années 50 avant l'arrivée des mytiliculteurs charentais? Alors, il y avait d'abord les pêcheries. C'est des trucs en bois, en forme en V, clayonnés. Et au bout, il y a une nasse. Et à marée basse, on allait récupérer le poisson, qui était plus dur. Il y avait également... ben, Tu peux parler, ils vont la copier au fur et à mesure. Ah bon. Toi, tu t'occupes pas de Ah bon. Il y avait aussi la pêche à la crevette avec des dranais, c'est-à-dire des filets. Et il y avait aussi les pêcheurs de coques. Et il y avait aussi ceux qui allaient à la Seine, ce sont des grands filets de 400-500 mètres de long et qui étaient mouillés à mi-marée. Et à marée basse, on allait récolter le poisson dedans. Il y avait aussi des durs, ce sont des filets aussi pour prendre la crevette dans le fond de la baie. Il y avait aussi des parcs à huîtres aussi, mais il y a 150 ans, même plus. Et il y avait un trafic sur le port, mais au 19e siècle, qui partait pour l'Angleterre et puis la Hollande, la Belgique, et surtout l'Angleterre. En commerce surtout de pommes et de petites graines et de graines. Vous pouvez répéter? Comment? Non, on l'a De toute façon, vous êtes 6 à prendre en note, donc je pense que ça va aller. En fait, ils sont 6 pour chacun. L'élevage des moules. Est-ce qu'il y a des élevages de moules? Non, il n'y en avait pas. Il y avait des moules sauvages qui venaient quelques-unes sur les pêcheries, c'est tout. Une question? Ouais. Vas-y, à la suite, là. Gérard. Qui sont les premiers mytiliculteurs charentais à venir au vivier? Ben les voilà, là, Et voilà, il y avait Marcel, mais avant tout c'était mon père, avec sa grande famille, et un de ses frères, et Georges Tenot qui est ici. Hein. Et c'est vrai qu'il a créé une société civile, c'est le dossier. J'ai l'acte dans les mains, et début janvier 1958, ils sont arrivés sur le vivier pour mettre les premiers pieux. Alors pour ma part, comme je vous l'ai dit tout de suite, j'avais 12 ans, plus jeune, et j'ai fait ma première année à l'école d'Villiers-sur-Mer en septembre 58. Je suis rentré, et je suis ressorti en juin 59, où j'ai passé mon certificat d'études, ni plus ni moins. Et après, bien sûr, j'ai appris un peu de dactylo et de sténo dactylo. C'est un peu l'ordinateur d'aujourd'hui, si on peut dire, avec les touches, AZERTY. Et je suis rentré travailler à 16 ans, je me suis mis au travail. J'ai rejoint toute la famille et tous les pionniers pour faire des moules. Voilà. Bourgeois, tu continues? Alors il faut voir, c'est que je suis le 8e de la famille et le dernier. Mon père, il est venu avec tous ses enfants. Et un cousin qui est à côté de moi, qui était le neveu de ma maman. Bourgeois. T'as pas besoin d'écrire, c'est toi qui poses la question. Pourquoi vous avez quitté votre ancienne région?
Si mon père est venu en baie du Mont-Saint-Michel, c'est que bon, dans la famille Salardane, on connaît que la métilliculture est depuis pas mal de siècles. Hein, on peut remonter à 1800 et même 1700 où on trouve des métilliculteurs, des Salardanes. Et bien d'autres noms aussi, pas que les Salardanes. Urto, et c'est qu'il avait une grande famille. Et quand on a goûté un peu la mer, qu'on vit à côté de la mer, au niveau où il y a un bateau, il y avait la voile, c'est un peu les vacances, si on peut dire. C'est une autre vie, la mer. Vous voyez bien, ceux qui traversent l'Atlantique. Alors, tout le monde est accroché au bateau, tout le monde est accroché à la mer, et au moule, pourquoi pas. Aussi, il y a la pêche du poisson, il y avait tout. Et tous mes frères, aussi bien que moi, on voulait faire la métilliculture, nous tendaient les bras. Par contre, en baie de l'Aiguillon, c'est qu'il avait une concession, mais sa concession n'était pas assez grande pour faire vivre toute la famille. Et c'est pour ça qu'il a eu l'idée, une riche idée même, de venir en baie du Mont-Saint-Michel. Voilà. Bon. Pourquoi vous avez choisi cette baie-là? La baie du Mont-Saint-Michel. Parce qu'il a fait un peu le tour des côtes françaises. Parce que dans la Manche, sur les côtes de la Manche, on ne produisait pas du tout de moules sur les côtes de la Manche. Hein. Et on produisait un peu d'huîtres plates, hein, à Cancale et à Paimpol, et c'est tout ce qu'il y avait. Et par contre, il y avait un début aussi de sériculture dans la baie des Vets, à côté, à Isigny-sur-Mer, pour bien pointer l'endroit. C'est à côté du Tabiche où s'est passé tout le débarquement. Hein. C'est dans cette région-là, 40 ans et autres. Sainte-Marie de la Mer, pas de la Mer, Sainte-Marie, je ne sais pas comment, sur-mer. Et il a vu, en voyant la baie de Somme, la baie des Vets, ça s'appelait la baie des Vets, la baie du Mont-Saint-Michel, il a vu que quand même dans la baie du Mont-Saint-Michel, il y avait un estran énorme, une baie qui était immense, l'ouverture immense, parce que si on va de Granville à Cancale, il y a 90 km de circonférence, on va dire. Hein. Et pour lui, il a jeté son dévolu là-dessus. Hein. Après, il a fait toutes les démarches, parce que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, c'est ce que va expliquer Marcel, mieux que moi. Hein. Et il a fait les démarches pour essayer de récupérer une concession. Alors, il faut bien voir, c'est qu'en 1954, on peut raconter cette histoire, c'est que la commune du Vivier, par son maire et ses adjoints et ses conseillers, avait pris la décision de faire des essais de moules en baie du Mont-Saint-Michel. Hein. Alors, il y a eu 6 km de données, 3 km d'un côté, parce qu'il faut voir le biais. Si vous connaissez un peu le port, vous avez visité le port, il y a un côté gauche et un côté droit du chenal. Alors il y a eu 3 km de données sur le côté Vivier, puis 3 km de données sur la Laronnière, ce qu'on appelle chez Hervé les Pénimois. Hein, et pour faire des tests, pour tester la production de moules. Alors ces gens-là, ceux qui ont eu ces concessions-là, n'avaient jamais été voir ailleurs, trop ailleurs, comment ça se passait. Par contre, comme dans la baie d'Aiguillon ou Pénestin, si on va dire, et Noirmoutier un petit peu. Et ils sont partis à faire des moules, c'était des parcs à moules, on n'appelait pas ça des bouchots, vous avez des photos, on a des vieilles photos. On s'aperçoit, c'était des tables, il y avait du bois, beaucoup de bois, et on allait chercher des grosses moules, d'Erquy, Erquy n'est pas trop loin, et on mettait ça sur les tables et on attendait que ça pousse. Et comme il n'y avait pas beaucoup de résultats, c'est vrai que certains bouchots, certains parcs à huîtres à moules ont été abandonnés. Et quand il a fait les premières démarches pour venir dans la baie du Mont-Saint-Michel, la société a réussi à récupérer, c'était pas la société, c'est individuellement, 7 lignes ou 8 lignes de bouchots qui étaient abandonnés. 9 lignes. 9 lignes qui étaient abandonnées. Et c'était les premiers essais, ça. Et à partir de là, il y a une chose, c'est qu'en 1956, bien avant, il avait déjà contacté le maire M. Busson, le maire du Vivier, et sur 3 pieds, il avait fait des essais de moules. Et il s'est aperçu que
et ben ces moules, en très peu de temps, ont poussé très vite. Et c'est là qu'ils ont pris la décision. La décision a été prise 3-4 mois après d'essayer de récupérer, d'essayer de demander une grande concession, une concession de 48 km de Gouchot, c'est énorme, hein, parce que la baie elle était vierge dans ce temps-là. Aujourd'hui, il faut bien voir, il doit y avoir 271 km de Gouchot aujourd'hui même dans la baie. Hein, à 10 km près, parce qu'il y a eu des remembrements là, dernièrement. Je crois qu'il y en a un peu moins maintenant. Mais avant, c'est qu'il n'y avait rien. Alors, ils ont demandé une grande concession de 48 km et ils ont pu commencer à l'exploiter qu'en début janvier 1958. Voilà. Alors, il a fallu. Donc, il faut voir, c'était du boulot, mais ça, c'est Marcel qui va raconter ça, et Georges. Il a fallu beaucoup de travail pour mettre ça sur pied. Et ça ne s'est pas fait en une année, ça s'est fait en plusieurs années. Donc justement, il y a une question sur les démarches administratives. Donc en fait, Gérard a déjà répondu, hein, puisque vous savez qu'on demande à l'État des concessions et que la terre, le sol de la mer, appartient à l'État, hein, toujours. Pas le pieu, mais le sol. On est sur le domaine public maritime. Voilà. Donc les 3 pieux qui ont été mis en place dans la baie, ça a bien marché. Donc ensuite, en 58, ils ont mis 48 km. Donc ça, c'est la démarche administrative. Alors maintenant, quelqu'un va poser la prochaine question, qui va être portée à Marcel et à Georges, parce que c'est sur la technique. Allez, qui pose la question, vas-y. Écoutez bien. Quelle technique les Charentais ont-ils apporté pour planter les pieux et pour évoluer les moules? La technique a été qu'il a fallu des motopompes pour faire pression dans le sol, pour faire des avant-trous, pour pouvoir planter les pieux. Ici, à ce moment-là, les gens n'avaient pas ça. Ils mettaient des pieux avec Une barre de fer. des avant-trous avec des barres de fer, et ils mettaient une corde à la tête des pieux, un bout, qu'on appelle ça, et ils faisaient le va-et-vient pour faire enfoncer le pieu dans le sol. Mais pas beaucoup de comment, 1,50 m, 2 mètres. Que nous, avec nos motopompes, on les mettait à 2 mètres dans le sol, pour qu'ils soient plus solides. Donc là, ça a été la première technique. Il faut voir que pour enfoncer enfoncer les pieux comme faisaient les gars du Vivier, si on veut dire, tu mettais peut-être 20 pieux dans la marée, avec une motopompe, 100 pieux facilement dans la marée. Oui, à 4 personnes. 4 personnes. Alors, Moi, j'ai commencé à amener des pieux avec les chevaux de la ferme de chez mes parents. Et quand on avait planté 25 pieux, c'était pas mal. Alors on faisait un trou avec une barre de fer. La barre de fer, je l'avais encore, c'était un essieu de faucheuse qui faisait au moins 15 kilos ou 20 kilos. Et comme j'étais le plus jeune, on me dit, toi, il faut le prendre. Et puis après ça, il fallait que tu tires dessus d'un côté. On disait qu'on sonnait les cloches. Parce que c'était un marais en plus avec une corde, une fois que le jeu était fait. Et 2 personnes à tirer d'un côté, 2 personnes à tirer de l'autre. Et on descendait comme ça. Et puis maintenant, il y a des coups, il fallait, comme les chevaux n'avaient jamais dépassé les pêcheries, il fallait faire des chemins. Et quelquefois, le temps qu'on décharge des pieux, parce que les chevaux s'enlisaient et la charrette s'enlisait. Alors on mettait sous les roues, on mettait deux vieux pieux ou 2 bouts de bois pour ne pas que la charrette s'enfonce. On déchargeait en vitesse dans l'eau, les pieux étaient trempés, et puis on bordait les chevaux. Après ça, on les ramenait à la pêcherie où les chevaux avaient été faits depuis 1544. Parce que les pêcheries datent de 1544 et elles appartenaient à l'archevêché de Dole. Et elles étaient données aux gens du littoral les plus nécessiteux. À une condition, que les gens qui avaient ces pêcheries-là, qui allaient les pêcher jour et nuit, donnent les poissons royaux à l'archevêché. Mais il n'était pas plus con que les autres, les gars-là. Hein? Quand il y avait de la sardine, bon, il en mangeait peut-être bien, mais quand il y avait un bar ou du saumon, il se le gardait sans doute, hein, il l'envoyait à l'archevêché. Hein. Non, mais la principale technique, c'était le bateau aussi. Alors, oubliez, c'est que si on était sur le port du Vivier, c'est qu'il y avait un quai
hein, où on pouvait embarquer du matériel et débarquer aussi la marchandise. Et c'est vrai que c'était le bateau, c'était la Révolution, mais ça se faisait bien au-delà, en baie d'Aiguillon, il y a le bateau, puis le motopont, avant tout, parce qu'il faut bien voir, c'est que les 48 km de concession multipliés par, ça fait 4800 lignes multipliées par 200 pieux par ligne, vous calculez le nombre de pieux que ça fait à planter. Donc si je comprends bien, en fait, au tout début, sur les premiers bouchots, il n'y avait même pas de bateau. On allait... Ou alors, il y en avait qui avaient... Il y avait 3 bateaux dans le port, où il y avait qui avaient leur bateau et mettaient quelques pieux dans le bateau, dans le doris qu'ils mettaient à l'arrière. D'accord, mais c'était très rare. Oui, alors il m'a su, parce qu'il y en avait 3 ou 4 bateaux, il y avait 3. Oui, d'accord. Donc c'est là que Autrement ça, on était 20, pardon. Autrement ça, on était quelquefois 15 ou 20 chevaux dans la grève. D'accord. Au moment des grandes marées. et c'est de là que les Charentais ont fait venir leurs bateaux de la baie de l'Aiguillon pour les amener ici dans la baie du Mont-Saint-Michel, justement pour pouvoir travailler les concessions. Donc avec le topon, tout le matériel, et le nécessaire après pour mettre sur les puits. Et ce que vous appelez la motopompe, c'est ça? C'est un moteur, c'est une machine? Une grosse aspiration avec un refoulement beaucoup plus petit pour donner de la pression. Aspiration et refoulement, quoi. Et puis avec une canne au bout, creuse. Avec une lance. Une lance, qui fait 2 mètres 52 mètres. Facile. Ouais. En bateau, c'est les... En bateau, il faut 3 mètres maintenant, 4 mètres. Parce que les pieux étaient enfoncés d'1,80 m. Au début, les pieux faisaient 4 mètres. Hein. Et ils étaient enfoncés pas tout à fait de moitié, mais presque. Oui, puis après, on s'est aperçu qu'on a quand même eu un peu de misère avec le terrain. Et les pieux, on est obligé de les mettre un peu plus longs. On les a mis à 4,50 m et on les mettait à peu près 2,50 m dans le sol. De façon que ça tienne, parce que la mer était dure. C'était pas du tout dans la baie de l'Aiguillon. D'accord. Marcel, tu peux peut-être nous dire comment ça s'est passé pour le premier bateau? Ton bateau à toi, tu as fait comment pour l'amener de Charente jusqu'en... Ils ont venu par le chemin de fer, embarqué au port de La Rochelle et débarqué au port de Saint-Malo. Un convoi exceptionnel. Ça a pris combien de temps de demande? Ah ben ça a demandé 3, 4 jours, 5 jours, parce que le train, il avait des itinéraires et il ne pouvait pas rouler le jour, il roulait que la nuit. Pour amener, parce que pour passer sur les ponts, puis la bordure du bateau, c'était pas facile le jour. Oui, après ça, il venait par camion exceptionnel. Le mien a été fait à Charon. Oui, alors après. Oui, les premiers. Et interdiction de voyager la nuit. Oui. Il fallait s'arrêter à telle heure. Oui, encore exceptionnel, encadré escorté par la gendarmerie. Voilà. Non, parce que le premier bateau, il s'appelait le Trait d'Union, c'était le bateau de mon père, mais c'était un bateau à voile. C'était un bateau à voile, il naviguait avec la voile. Il y avait un moteur, mais il naviguait avec la voile aussi. Mais par contre, quand il est venu là, le mât a été enlevé et il n'y avait que le moteur, le 5-7. Et une pinasse, une pinasse qui s'appelait le Brise-Lames. Et la pinasse qui s'appelait le Brise-Lames. Qui était un peu plus important. Mon beau-frère Barato. Et après, il y a 2 autres bateaux qui ont venu. La Gacette et le Jouet des Flots. Mais 2 ans après. Et la DS. Ah, bien après, un peu en 62. Ah oui, bah après. Et le premier bateau qui a été construit et que la société a fait construire, c'était en 1960, c'était le Seine. Et il a été construit à Saint-Malo. Alors, à partir de là, c'est que le bateau, c'était des petits bateaux. Et là, le bateau a pris de la largeur, le bateau a pris de la hauteur sur l'eau aussi, parce qu'au début, c'est que les bateaux ont eu du mal à franchir les premières passes, les premières lames du pied, des fois. Il a fallu les surhausser. Il a fallu les surhausser. De 30 cm. La mer est beaucoup plus dure ici que dans la baie d'Aiguillon. Il fallait s'adapter au terrain, c'était pas facile. Et à la mer. Et le résultat était bon. Par la suite. Oui, parce que les moules, pour faire des moules, il faut avoir aussi la principale chose, c'est que dans la baie du Mont-Saint-Michel, il n'y a pas de naissance de moule, de naissance de moule. Voilà. C'est très bien. Un petit peu, mais pas beaucoup, et pas tous les ans. C'est très bien. Et il fallait importer le naissin. Et là, dans ce temps-là,
Et ben, comme tout le monde avait des concessions dans la baie d'Aiguillon, on récupérait le nouvelin. On appelait ça le nouvelin parce que c'était pas du dessin, c'était une petite moule qui faisait 2 ou 3 cm. Hein, et quand on mettait on appelait ça des boudins. Hein, il y avait une grande manipulation dans des filets, boudins, un petit peu dur. Il y a des photos, vous avez dû voir des photos, et après ça on mettait ça autour du pieu. Et les moules se dégageaient sur le boule, s'agrippaient sur le pieu et envahissaient tout le pieu. Oh oui, un mois après, on voyait plus le pieu. Un mois après, tout était garni. Et il est certain que ça existerait encore maintenant. Il faudrait énormément de monde et énormément de nouvelins pour garnir toute la baie du Mont-Saint-Michel. Alors il a fallu, c'est vrai qu'il y a eu quelque chose de nouveau qui est arrivé, c'est la corde. La corde, hein, il y a eu c'est le tonton Paul, c'est le beau-père à Georges, qui a eu cette riche idée de voir que pourquoi pas, il voyait des nouvelins, du petit dessin sur la corde, il a dit mais ça pourrait servir de support. Et c'est là-dessus que la corde a révolutionné un peu notre métier. Donc quelle année c'est à peu près la corde? Alors, la corde, on l'étend au mois de mars, à peu près dans le baie. Ah mais comment quand vous trouvez le système de la corde? Il fallait trouver après la corde, si, parce que c'est de la corde en chanvre. Ouais. Ben, les chaluts, tout ça, c'était fait, les gouttes étaient fait en chanvre. D'accord. Et c'était le début de l'implantation au vivier que vous amenez les cordes? Ben, ça s'est joué à 2 ans près. Ça concordait, première année. Première année. Les cordes sont en fait avec des ça pousse surtout au Bangladesh. D'accord. C'est de l'espèce d'Alfra. Ça venait de Marseille, c'était un distributeur de Marseille, je me rappelle bien, hein, mais bon, comme tu dis, l'origine, la corde, la cisale et du chanvre, hein, le chanvre indien, ça vient du Bangladesh, du Vietnam, des Indes aussi. Après, c'est le coco. Après, c'est la fibre de coco. C'était le coco. Ouais, parce c'est ce que qu'ils nous ont dit le chanvre. au vivier, là, au port, ils nous ont dit corde de coco, ils appellent ça. Oui. Parce que le chanvre captait mal. D'accord. Il était gluant un peu, gras, et il n'y avait pas de petits fils qui sortaient. Oui, parce qu'il Il ne faut pas que ce soit lisse. La principale chose, c'est toutes les fibres. Ouais. Et plus il y a de fibres, plus le dessin peut s'agripper. Les larves s'agrippent dessus. Ça se passe au mois de mars-avril. Bon, on commence à mettre les cordes au mois de mars, hein, les premières, puis on les ramène au mois de mai. à En pré-grossissement, souvent, mai, juin. sur l'autre chantier. Mais bon, ça, c'était la révolution. Et pour toute la Manche, hein, parce que sur toute la Manche, il n'y a pas de moule non plus. Hein. Tous les bouchots de Normandie, d'Ilion, on peut dire, de Saint-Brieuc, tout ça, ou l'Arbenon, hein, c'est pareil. Ça venait après notre expérience. Oui, mais c'est très bien comme ça que ça ne l'est pas, parce que sans ça, les moules adultes seraient remplis de petits naissins, de moules et tout ça, alors il y a encore des personnes à nourrir en plus. Oui, c'est pour ça, c'est qu'on on gère plus facilement la baie du Mont-Saint-Michel qu'une autre baie comme la baie d'Aiguillon. Parce que la baie d'Aiguillon, il y a sans arrêt des naissins qui viennent dans les grosses moules, hein, ni plus ni moins, et ça vient dans les grosses moules, et ça fait des multitudes de bouches à nourrir. Que nous, dans la baie du Mont-Saint-Michel, ben, on a une législation assez rigide même, hein, au niveau ensemencement et tout ça, pour garder un juste milieu. Parce qu'on a fait des bêtises aussi avant. Parce que si la baie du Mont-Saint-Michel peut produire, mettons, 10 000 tonnes de moules, 10 000 à 12 000 tonnes, c'est ce qu'elle produit aujourd'hui, elle ne va pas en produire 20 000 sur le même espace. C'est ça il faut se raisonner bien, il faut bien voir, on est dans un milieu naturel, il n'y a pas d'abandon, à part les produits assez nocifs qui nous arrivent des bassins versants des fois, mais autrement il n'y a rien. Ou des bons produits aussi, hein, ça peut. Mais c'est vraiment naturel, c'est une culture bio, si on peut dire. Bio dans tous les sens du terme. Et là, vous pouvez en manger. Ah ben la qualité est bonne, et on a réussi à avoir la haussée. Et la chair aussi, cette année est excellente. Et la chair, cette année, est excellente. Et c'est la saison qui sont les meilleures. Chez les moules. Et la haussée, c'est quelle année? C'est une question. Ben, la première démarche a été faite en 1991, la première démarche. Et on a réussi à avoir la OP maintenant en 2006. Il a fallu 2 ans. C'est récent en fait par rapport à l'histoire. Oui, c'est assez récent. Mais bon, c'est vrai que maintenant on est démarqué
par rapport aux autres moules. Et c'est vrai qu'à l'AOP pour les moules de la baie du Mont-Saint-Michel, après il y a toutes les autres moules françaises. Quand tu travailles avec les grandes surfaces, il n'y a plus de la charogne, il n'y a plus de machin. C'est l'AOP en premier et le reste c'est les moules. Georges, les premiers Charentais habitaient-ils au Vivier ou faisaient-ils des allers-retours à la Charente? Les premiers Charentais, oui, effectivement, ils ont fait des allers-retours avec la Charente. Ils venaient pour exploiter les concessions qui avaient été abandonnées, les quelques concessions au départ, qu'ils ont commencé à exploiter. Donc, ils venaient de Charente, au Vivier-sur-Mer, et ils exploitaient pendant la marée, c'est-à-dire la marée, c'est le moment où la mer se retire suffisamment pour pouvoir exploiter les bouchots qui sont situés à un niveau moyen, si on peut dire, de marée. Et ça dure environ 8 jours. Pendant ces 8 jours, ils étaient hébergés à l'hôtel du village. Et à la fin de la marée, des 8 jours, eh bien, ils retournaient en Charente. Et ça a duré pendant toute une année. Moi, par contre, lorsque je suis arrivé du service militaire en 1958, je me suis marié un mois après et aussitôt venu habiter au Vivier. J'étais donc, si je puis dire, le premier résident charentais dans la commune du Vivier-sur-Mer. Et par la suite, les mois qui ont suivi, eh bien, les Charentais qui venaient, dont le père Gérard, etc., se sont installés également au Vivier. Et on fait de moins en moins cette navette aller-retour entre le Vivier et Charon. Parce qu'il y avait 300 km. Parce qu'il y avait quand même 300 km, et aujourd'hui c'est peu de choses, mais à l'époque c'était un dépaysement total. Voilà, et puis ça, par la suite, et bien de plus en plus, ces gens-là se sont installés au Vivier. Et après, la nouvelle concession a commencé à se bâtir, c'est-à-dire les 50 km. Et là, les bateaux sont arrivés, le moyen de transport des pieux, et on mettait chaque jour dans un bateau environ 120 pieux. Alors que, comme l'a dit M. Barbier tout à l'heure, ils en mettaient, avec l'ancienne technique, 20 pieux, c'était un maximum. Alors qu'avec la motopompe, on en mettait 120. Disons, 120 pieux à 3 personnes. 3-4. Oui, 3-4 personnes, on mettait 120 pieux dans la marée. Donc il a été possible de bâtir assez vite les 50 km. Mais c'est vrai que pour pouvoir ensemencer toute cette partie-là, c'est le fait un petit peu du hasard d'avoir trouvé cette nouvelle technique de captage de naissance sur corde. À partir de là, effectivement, il y a eu la capacité d'ensemencer un grand nombre de pieux. Parce que ça, c'était bien quand même un petit peu l'inconvénient le fait qu'il n'y avait pas de naissance dans la baie du Mont-Saint-Michel. Un inconvénient et un avantage par la suite, parce que les moules se reproduisent tous les ans, il y a une ponte annuelle, et elle est commercialisable après sa naissance que 18 mois après, l'année suivante. Donc ici, la moule est pure, si on peut dire, sur le pieu, alors qu'en Charente, comme le disait Gérard, bien, au moment où la moule commence à être adulte pour pouvoir être commercialisée quelques mois après, eh bien, la naissance de l'année se fixe parmi ces moules-là. Donc ça fait lorsque l'on récolte, on est obligé d'éliminer toutes les petites qui viennent de se fixer parmi les grosses. Et là, effectivement, sur toute la côte de la Manche, ce problème ne se produit pas. Et lorsque l'on récolte des moules purs. Il n'y a pas de petits naissants à éliminer. Une petite partie, effectivement, dont la croissance a été moins rapide, qu'il faut éliminer, quoi. On appelle ça des moules sous taille, quoi. D'accord. Voilà. Et pour obtenir un bon résultat, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, il y a un potentiel nutritif du milieu naturel, et il faut faire en sorte que ce que l'on veut produire, qu'il faut nourrir, soit en équilibre par rapport au potentiel nutritif pour obtenir le meilleur résultat. Donc à partir de là, comme c'est une exploitation collective,
il faut trouver un accord collectif entre les professionnels pour réglementer les installations de production. Et puis, bon, on y arrive, tant bien que mal, c'est quelquefois laborieux. Tout le monde aurait... Aujourd'hui, c'est beaucoup plus respecté que ça ne l'a été au départ. Parce que chacun veut tricher un petit peu en disant, bon, un pieu, ça rapporte tant, bon, 2 pieux, ça rapporte le double, etc. Ce qui est faux. Parce qu'il faut quand même que les individus se partagent la nourriture. Et puis, bon, il y a eu des excès, bah, ce qui devait arriver arriva. On voyait que la moule ne se développait pas suffisamment bien, et puis ça a posé des problèmes. Donc il fallait faire marche arrière, et puis arriver à bien respecter la réglementation en nombre de pieux. La réglementation, c'était en nombre de pieux Et en hauteur. 100 mètres. Parce que c'était accordé par ligne de 100 mètres. Et qui fait respecter cette réglementation alors? À quel moment vous avez eu besoin de cette régulation? Comment ça s'est passé? Parce qu'il y avait une diminution du tonnage, et puis de qualité et tout. D'accord. Non, mais il y a les affaires maritimes, mais avant tout, c'est le professionnel lui-même. C'est que les professionnels ont été bons, c'est se réglementer eux-mêmes, même s'il y en a Il y avait des récalcitrants. Des récalcitrants, mais il faut bien voir, les premières lignes de bouchons c'était de 200 pieux. On s'est retrouvé dans les années 60, déjà 65, 66, à des endroits où il y avait 600 pieux sur une ligne de 100 mètres. C'était énorme, énorme. Et aujourd'hui, nous sommes à 110 pieux sur une ligne de 100 mètres et 140 sur un autre endroit. Et en plus, avec une réglementation bien précise, c'est où il y a 140 pieux, on a le droit à 55% d'ensemencement, et où on est à 110 pieux, à 65% d'ensemencement. Et tout ça, c'est la réglementation, et tout le monde la respecte bien, parce que ça se voit tout de suite. Parce que comme une ligne, il fait 100 mètres, obligatoirement, toutes les lignes doivent être une partie en essaim, une partie en moule, ou une partie vide. Ça, vraiment, et aujourd'hui, je crois bien que c'est très bien respecté. Ah oui, oui. Très bien respecté, parce qu'aussitôt, tu es dénoncé. Tu n'as même pas besoin de dénoncer, tu passes... Tu prends la photo, tu dis, tiens, voilà. Il y a le syndicat et puis les affaires maritimes qui viennent faire des contrôles sur les lieux. Oui, puis avec l'AOP, on a des obligations. L'AOP, c'est pas n'importe quoi. Il y a des obligations au niveau ensemencement, au niveau qualité moule, tout ça. Hein. C'est pas donné comme ça. Parce qu'il y a 25 ou 30 ans, les affaires maritimes me donnaient des amendes de, pareil, je dis 100 francs, hein, parce que c'était en francs encore, hein, et puis le pur rapportait 200. On préférait payer l'amende que de respecter le... Merci. Non, il y a une question de densité. Densité en élevage, on se répète un peu, et il y a une densité qu'il ne faut pas dépasser. Ni plus ni moins au niveau des installations de concession. Comment a réagi la population locale face à ces migrations de Charentais? Ah oui. Oh, il y avait des récalcitrants aussi, il y avait des revenus, non. Tout ça, ça dépendait de l'intelligence du mec, de la personne. C'est tout. Je veux dire tout de suite, aujourd'hui, il y a encore des gens qui nous traitent de Charentais. Hein. Et ça, oui, mais ça ne dure pas péjoratif. C'est les Charentais. Et oui, mais il y a les Charentais qui n'aiment pas les Charentais. Non, les Vivarais qui n'aiment pas les Charentais. Mais moi, j'ai une petite poignée. Il y en a une petite poignée. C'est un film. Dans l'ensemble, on peut dire que nous avons été très bien accueillis. Oui, moi, dès le départ... moi, j'ai jamais fait de différence. Moi. Non. Mais j'ai dit c'est un Français. Hein. La preuve, c'est que... Je sais pas, on peut le dire, il y a eu des élections municipales peu de temps après, dont des Charentais se sont présentés et ont été élus au conseil municipal. Donc ça veut bien dire que, ils étaient intégrés, même s'il y a quelques récalcitrants, c'est très marginal. L'ensemble de la population a très bien accueilli toute la famille. Oui, parce que les gens même venaient nous voir après, les gens du Vivier, pour avoir des conseils, pour pouvoir ah oui, tout à fait, copier sur nous, puis essayer de partager nos idées. Les connaissances. Mais oui, parce qu'il y a une première arrivée de Charentais qui était notre famille. Et après, il y en a eu d'autres qui sont arrivés après. Hein. Ça, sur une dizaine d'années, il y a eu des Charentais, des nouveaux à arriver. Hein.
Aujourd'hui, on peut penser, j'ai fait des calculs savants comme ça, qui ne sont pas si savants que ça, il y a au moins 250 personnes qui ont du sang charentais dans les veines. Hein. Sur le vivier, il y a aux alentours, obligatoirement. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que la grande famille Salarland, si on peut dire, était jeune. Et tout le monde s'est marié, et tout le monde a fait des enfants, et tout ça, et aujourd'hui, on arrive à la quatrième génération. Hein. Et c'est vrai que tout ça... Au contraire, ça fait du bien, parce que pour le sang, hein, ça fait bien. Hein. On a apporté notre meilleur. Vous êtes à l'école, les lois de Mandel. Vous connaissez Mandel? La consanguinité, tout ça. Oui, oui. C'est les lois de Mandel, il y en a 4. Parce que j'ai fait l'école d'agriculture, c'est pour ça que je connais les lois de Mandel. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez prendre un dictionnaire puis vous allez regarder. Non, ce que peut raconter Georges Marcel, c'est qu'il y a une chose, moi j'étais jeune, c'est pas la même chose, c'est que pour nos familles respectives, elles n'avaient jamais quitté la baie de l'Aiguillon, les abords de Charon et les deux grandes communes à côté. Hein. 350 km, c'était tout un périple. Hein. Alors, si vous connaissez un peu l'île d'Or et tout ça, c'est des petites maisons basses, avec des toits en tuiles rouges, des volets rouges et verts et de toutes les couleurs, hein, des maisons blanches, il fait chaud, il fait beaucoup plus, dire moins 3, 4, 5 degrés de différence. Alors, arriver en Bretagne avec que du granit et les toits gris, pour certains, c'était pas si évident que ça. Hein, c'est pas évident. D'abord, on disait comme ça que le chef pouvait sauter sur la baraque. Ah bah tu touchais le plafond avec tes mains. On va faire une pause. Bon, ils vont revenir après, ils vont prendre un... 22 ans et demi de ma vie en tant que maire. Hein. Et en tant qu'élu, 43 ans. D'accord. Hein, j'ai été élu je ne me rappelle plus, j'avais 25 ans. 25 ans hein, en 71. Et après, je suis devenu maire, parce que le maire est décédé d'un coup là, en 1991, jusqu'à hier, en 2014. Aujourd'hui, c'est un barbet qui m'a entassé. C'est son fils. Et c'était mon opposant. C'est le seul opposant que j'ai, c'était Félix. L'opposition sympathique. Constructive. Constructive. Alors son fils s'est présenté contre lui. Ah oui. Il s'est présenté avec moi. Mais je n'ai pas pu de 4 à voir. Parce que j'ai dit, il y a un pont qui va porter. Je te fous le cul exprès. Non mais c'est normal, c'est que le Vivier-sur-Mer, bon, il y avait les Charentais, on a une grande famille, ça représentait des voix aussi, ni plus ni moins, hein, parce que... mais on était beaucoup, c'est la méthyliculture qui fait tourner le Vivier, parce que c'est en plus un peu plus loin, hein, qu'on est arrivé, il y avait 600 habitants, aujourd'hui il y en a 1055, un truc comme ça. Hein, même si ça n'a pas tellement poussé par rapport à comme ça aurait dû. Hein. Mais avant la guerre 14-18, on était 1100. Ouais. Ben, une peut-être plus aussi, c'était plus à la guerre. Hein. Mais étant donné qu'il n'y avait plus de... Il n'y avait plus rien, il n'y avait que les gars qui partaient à la morue, pêcher la morue sur en mer, en pleine mer, au Groenland, et puis tout ça. Bah, c'était la RATP, l'armée ou la morue. Voilà, c'était ça. Alors, le commerce aussi, bien sûr. Mais bon, la méthyliculture en baie du Mont-Saint-Michel, c'est surtout le Vivier-sur-Mer qui en a profité quand même. Ah, puis tout le bassin. C'est notre commune. Et maintenant, oui, bon, tout le bassin. Hein. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que ça dégage un chiffre d'affaires quand même assez conséquent, hein, d'environ 25 millions d'euros par an. Hein, ça dégage. C'est 300 emplois. Si on compte ce indu, tu multiplies par 3. Hein, ça fait... vous avez vu aussi que ça, les bateaux se sont transformés. Hein, se sont transformés avec des roues en 1977, le premier bateau. Hein. Aujourd'hui, tout le monde a 100 bateaux à roues. Hein. Il y a 60 entreprises, il y a 60 bateaux. Sans compter les tracteurs, sans compter les yawls, sans compter les pousseurs. Il faut voir, une mécanique énorme. Hein. Alors tout ça, c'est du boulot. Et en ce moment, si vous allez faire un petit tour au port du Vivier sur le coup de Luther, c'est un vrai petit Rungis. Hein. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah, c'est un vrai petit Rungis. Et est-ce que c'est Rungis? Oui. C'est quoi Rungis, Alexis? C'est des grands entrepôts près de Paris
Ouais. où beaucoup de commerçants vont emmener leurs marchandises et d'autres les rachètent pour les revendre. Voilà, c'est ça. C'est l'endroit où l'agglomération parisienne va se nourrir. Alors pas les gens comme nous, mais les commerçants, ils vont faire leurs courses à Rungis. Donc c'est une zone, une immense zone, et ça vit. Alors, la particularité de cette zone, c'est qu'elle vit la nuit, parce qu'évidemment, il faut approvisionner les magasins, les grandes surfaces avant l'ouverture des magasins. Donc à Rungis, sur 4 heures du matin, comme explique le monsieur, il y a beaucoup de monde. Et au Vivier-sur-Mer, à 8 h, c'est la même chose, dans le port du Vivier. 8h midi, ça bouge. Ouais. En tout. Les bateaux à roues, les tracteurs, les camions, les Il y a livreurs. 10 camions, 10 semis qui tournent autour des bâtiments pour récupérer les moules. C'est presque 100 tonnes, 150 tonnes de moules qui partent par jour. Et plus des fois. Et ces bateaux à roues qu'on parle ont été copiés sur les barges de débarquement des Américains à Utah Beach, dans la baie des Vèves, près de 40 ans, là-bas, à Romanche et compagnie. Et avant, ils n'étaient pas comment, ils étaient. Tandis que maintenant, avec l'huile Hydraulique. L'hydraulique, alors ils sont hydrauliques, ils sont. Non, l'idée était géniale, mais bon, c'était aussi l'avènement de l'aluminium. L'aluminium, c'est un matériau léger. Hein. Mais on ne connaissait pas sa durée dans le temps. Aujourd'hui, on peut savoir, c'est que le premier bateau est toujours là. Yo, il s'appelle Yo. Il a 1977, presque 40 ans. Hein, il existe toujours. Bon, le moteur a été changé, les choses ont été changées, mais le bateau par lui-même est toujours là, présent. Hein. Et l'hydraulique. C'était les progrès aussi. Oui, mais pour éviter la corrosion avec l'alu, c'était... C'est pas de l'alu, c'est de l'AG4. Protégé. C'est-à-dire que c'est un petit peu c'est un peu par hasard, c'est-à-dire on faisait le travail vraiment à 100% manuel au départ, donc tout se faisait à la pelle, on appelait ça des pelles à grains. C'est des pelles qui étaient conçues pour manipuler le grain, et on se servait de ça, nous, et c'était des pelles en fer. Donc ces pelles, au bout d'un moment, avec l'eau de mer qui est salée, la corrosion s'en emparait, les pelles étaient fichues, on changeait la pelle. Et un beau jour, il y a eu des pelles à grains en aluminium. Et là, pour nous, c'était extraordinaire, ça ne rouillait pas, ça pouvait durer. Et à partir de là, on a dit, tiens, c'est un matériau intéressant, etc. Et on a commencé par faire des embarcations annexes, que l'on se fait, qu'on appelle racon. Donc c'était le premier racon en aluminium. J'ai interpellé quelqu'un que je connaissais là en bord de Rance, et qui commençait à travailler l'aluminium pour des embarcations. Et puis, il a réalisé une embarcation annexe qui était tout à fait convenable. Et à partir de là, on peut dire, l'aluminium, ça a fait son chemin pour notre activité, pour les embarcations annexes d'abord, et après pour le premier engin beaucoup plus conséquent, avec l'hydraulique aussi qui avait fait son apparition, puisque sur les bateaux en bois, on avait déjà au préalable monté des bras hydrauliques, c'était Gérard le premier, moi j'ai suivi immédiatement, qui nous permettait, sur les bateaux en bois traditionnels que l'on utilisait pour nos exploitations, il fallait embarquer les petites embarcations dans la grande, et avec ces bras hydrauliques, ça nous a enlevé déjà une grosse peine physique, c'était formidable. Et donc, aussitôt après, lorsque l'aluminium a fait son apparition, l'hydraulique s'est associée, et on a eu la chance de connaître un ingénieur en hydraulique du côté de Morlaix, qui a étudié, si on peut dire, la question, l'idée que l'on avait, pourquoi pas associer les roues, et puis ça a fait son chemin, et on peut dire que le premier prototype, ça a été un succès total. Tout a parfaitement bien fonctionné, et puis par la suite, ça s'est développé. Mais sinon, auparavant, tout se faisait à 100% manuel. Donc les pieux dont on parlait tout à l'heure, ils arrivaient de Dordogne, c'était des pieux en chaîne. Lorsque le camion arrivait, il fallait, à deux, débarquer les pieux du camion à la main, un par un. C'est des pieux qui pesaient quand même 50 à 70 kilos. Et il y en avait 450 dans le camion. Et il y en avait, dans le plein camion. Et au tout début que l'on a construit,
eh bien, il y avait une équipe, si on peut dire, qui emmenait les bateaux pleins de pieux en mer, parce que la mer, bon, ça ne permettait pas d'attendre. Il fallait partir 3h30, voire 4 heures avant la basse mer, pour emmener les bateaux sur place. Et une autre équipe restait au port pour décharger le camion de pieux à la main. Et aussi les appointer, on appelait ça appointer, c'est-à-dire à l'extrémité la plus fine, faire une pointe pour pouvoir qu'il soit plus facile à planter. Comme un crayon. Voilà, et après, eh bien, on partait à pied rejoindre les bateaux sur les concessions, ça représentait 5 km. Et puis on faisait la marée, donc planter les pieux. Et lorsque les pieux étaient plantés, on revenait une équipe à pied, encore 5 km au port. Et là, on a pointé les pieux. À la hache. À la main, oui, à la hache, c'était une hache. Hein. Il n'y avait pas de tronçonneuse à l'époque. Et puis, lorsque les bateaux arrivaient de mer, lorsque la mer était suffisamment haute pour leur permettre de rentrer au port, et bien à ce moment-là, on rechargeait les bateaux de pieux. Donc, une journée comme ça, c'était quand même des journées physiques. 14 heures. Oui, 14 heures. Au mois du réveil, dans 35 heures. Voilà, et puis, bon, on fait partie de ceux qui ont travaillé comme ça. Vous pouvez être assuré que le travail. Ça a eu du temps, regardez dans ça a eu du temps, bon, il va en avoir 80. Et j'ai fait ça pendant toute ma vie, jusqu'à bon, plus tard. Alors qu'aujourd'hui, 88 ans passés. Ouais, voilà, 88. Passé. Il y en a encore voilà. longtemps à faire. Comme quoi, le travail, c'est la santé. J'avais labouré chez mes parents, et puis une fois j'avais calculé comment j'avais soulevé avec la charrue qui faisait 198 kg. Bon, il y avait 2 roues à l'avant. D'accord. Il fallait que je détourne quand même. Eh bien, j'avais fait soulever 32 tonnes dans ma journée. Oui. Non, mais il faut bien voir que quand on travaillait tout avec les bateaux et à la main, quand il n'y a pas de grue ni de roue, la même tonne de moules que tu pêchais, parce qu'il fallait les pêcher dans un hacon, la décharger, on la tripotait où on rentre 4 et 5 fois la même tonne. Ouais. C'est-à-dire que c'était 5 tonnes à la fin de la journée. Ouais. Hein, et des fois plus. Oui. Après, ça tu décharger les pieux, il y avait combien de tonnes là-dedans? Après, il faut c'était 18 et 20 tonnes, jusqu'à la marée encore. Non, mais c'était très dur. Très physique. Très dur, très physique, mais ça entretient aussi. Hein. On voit bien. Hein, parce qu'on a l'air marin aussi. Ouais. Ah oui, on a l'air pur là. Je ne sais même pas si j'ai des douleurs. J'ai pas de douleur. Voilà. C'est pour ça. Aucun mort, de rien du tout. Tout va bien. De ce côté-là. Tu l'as entretenu. Ah oui, ouais. Même encore. On fait peur, enfin, je dis bien. Alors, si vous n'avez pas ce que faire, vous venez en méthyliculture, vous verrez à 80 ans ou 90 ans ce que vous serez. Non, plus maintenant, parce qu'on il pourrait travailler avec une cravate. Là. Ah oui. Hein, c'est plus la même chose. Il force plus. Il travaillait avec ses souliers à bouquettes. Et un petit soulier. Oui, avec des souliers à bouquettes. Non, mais ça a été une épopée quand même. Ça s'est pas fait comme ça. Et bon, tout le monde, ils étaient tous jeunes dans ce temps-là. Tout le monde était jeune. J'avais 32 ans. Il fallait travailler, il fallait pas regarder. Hein. Parce qu'on travaillait avec la mer, vous savez bien, c'est une marée. On parle ça en marée, on parle pas en journée. Et la mer se décale. Les heures de marée décalent de 45 minutes, grosso modo, 40 à 45 minutes tous les jours. Alors, on travaillait en bateau. Et on était obligé de partir 4h30 avant que le port, avant la basse mer, et on rentrait 3h30, 4h après la basse mer. Vous voyez, il y avait 8h, 8h30, 9h. Il fallait quitter le port 9h, mettons. Aujourd'hui, avec un bateau à roues, vous partez quand vous voulez et vous revenez quand vous voulez. Il n'y a plus d'heures. Si, il y a les heures de la marée quand même. Nous hein, mais tu gagnes déjà au moins 3 heures. Voilà, on travaille avec ça, nous. La mer des marées. Ça, c'est la Bible des mythiliculteurs. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on y trouve là-dessus? Hein? L'heure des marées. Ouais, l'heure des marées. Pourquoi c'est important d'avoir l'heure des marées? Quand est-ce que vous les pêchez? Oui, mais surtout, est-ce que c'est tous les jours là? C'est comme s'il n'y a pas le réveil qui sonne. La marée, elle se réveille pas. Elle suit pas un réveil. Elle change, elle se décale, comme il nous a expliqué. Elle se décale tous les jours. Donc vous imaginez quand votre journée de travail dépend de l'heure de la marée. Il faut être très vigilant.
Parce que si vous loupez le départ, vous loupez la récolte, c'est ça? Exactement. Ou Voilà. la cueillette. Ça nous est arrivé. Donc, il y a eu le terme d'épopée qui a été utilisé. Le métier a complètement changé et ça, il faudra que vous vous en rendiez compte de ça, cette évolution. La difficulté de ce métier autrefois qui n'est plus du tout la même maintenant. Le terme d'épopée, ça c'est intéressant. Hein, l'épopée, derrière l'épopée, il y a pionnier aussi. Et là, vous avez les pionniers de cette épopée. C'est-à-dire qu'on a défriché en quelque sorte une profession avec toutes ces difficultés. Et ce qui était intéressant aussi, c'est de voir comment on a tâtonné sur l'aluminium, sur les bouchots, etc., sur les naissins. Il y a des expériences, il y a des hasards, et il y a de la réflexion. Ça, c'est une richesse humaine. Là, on est sur le patrimoine. C'est-à-dire qu'on va essayer de traduire ça, nous, dans votre travail, comment tout ce travail a été fait au cours des générations. Et tout ce changement, si on veut dire, hein, c'est venu des idées des méthyliculteurs, hein, tout ce renouveau là. Ça ne vient pas d'un ingénieur ou quoi que ce soit, ça n'avait pas été travaillé, c'est nous-mêmes, c'est chacun a porté son quelque chose, parce qu'on n'a pas parlé des plastiques aussi, on a parlé des cordes, mais quand on a mis les cordes sur les pieux, les premières cordes, on s'apercevait que les cordes étaient mangées. Au pied. Alors c'est qu'il y avait un problème. C'était sur 1 mètre. 1 mètre. Alors c'est qu'il y a des prédateurs. Alors les prédateurs sont les petits crabes ou le bernard l'ermite, hein, ou le goéland, ou le bar, ou la macreuse. Il y a plusieurs. Il y a des oiseaux, puis il y a des Donc il a fallu trouver le système pour protéger ça. D'accord. Et à l'époque, le plastique, ça n'existait pas beaucoup, il n'y en avait pas. Mais ça venait aussitôt. Et c'est de là qu'on a mis des feuilles de plastique de 15 cm à peu près, au pied des pieux, pour éviter que les crabes montent pour nous manger les... Parce que le naissin, quand il était rendu à 1 cm, les crabes, ils ne s'y touchaient pas. Après, ils y touchaient pas. C'était des petits, là, de 3-4 mm, 5 mm. Alors là, ils bouffaient tout. Ils sont tendres, alors. Ah, ils restaient que la corde. Hein. Vraiment, bien. Parce qu'il faut bien voir, quand on ramène les cordes en grossissement dans la baie du Mont-Saint-Michel, c'est que ce sont que il y a que des larves. Des fois, on voit que de la ficelle. Ah oui. On voit rien. C'est les larves. Des petits points blancs. Oui, les points blancs. Et alors, ça se développe après. Et pour garnir toute la baie du Mont-Saint-Michel, il nous faut environ 2000 km de cordes pour garnir tous les pieux de la baie du Mont-Saint-Michel. C'est un peu à la louche, mais c'est multiplié 4. Oui, mais comme on en met beaucoup plus, alors c'est 2000, grosso modo 2000 km de cordes. Alors il a fallu aussi trouver des centres de captage. Parce que nous, on arrivait de la baie d'Aiguillon, on avait nos concessions, on a pu faire les premières cordes. Mais par contre, les gens du Vivier ou d'autres, quand il est bouchot, ben, ils n'en avaient pas de concession. Il a fallu trouver d'autres emplacements. Alors il y a eu Oléron, Oléron, il y a eu plusieurs centres de captage qui ont été au niveau de l'Atlantique, hein, pas dans la Manche. Et Pénestin. Pénestin, oui, mais surtout Noirmoutier. Oui, aujourd'hui, parce que la nature, notre moule, la Mytilus edilis, il y a 2 espèces de moules en Europe. La Mytilus edilis et la Gallo provincialis. Alors, la Mytilus edilis, c'est la moule de l'Europe du Nord. Alors, au niveau latitude, ça ne dépasse pas, si vous voyez Arcachon, le bassin d'Arcachon, on n'a plus de moule Mytilus en dessous de Arcachon. Oh, tu peux loin. En dessous, Arcachon. Bordeaux. Arcachon. C'est là. Voilà. Et après, par contre, on retrouve tout ça sur l'Europe du Nord. La Gallo provincialis, c'est une moule des mers chaudes. Ouais. Alors, on la trouve en Bretagne. Oui, hein, et bien à partir de la pointe du Grouin à Cancale jusqu'à Concarneau, on va dire, toute la Bretagne. Le Pays de Galles, l'Irlande, toutes les pointes, parce qu'il y a le Gulf Stream. Et après, on retrouve ça en Galice, en Méditerranée, en Adriatique et tout ça. Alors, puisque ils vont en prévision, il y a un voyage à Barcelone, vous regarderez si vous avez l'occasion de voir à Barcelone, soit en se promenant dans la ville devant les restos, vous verrez les moules à Barcelone, elles n'ont absolument rien à voir avec celles que vous avez vues au Vivier-sur-Mer. Elles sont beaucoup plus grosses, hein, parce que les Espagnols, eux, il faut beaucoup de... Ils n'apprécient pas les petites moules. Alors après, M. Delaunay dit qu'elles sont pas bonnes, les moules espagnoles, mais ça, c'est parce que c'est un gars du Vivier, c'est pour ça qu'il défend son territoire. Ouais, voilà. Mais c'est impressionnant, elles sont très très grosses. Et donc à Barcelone, voilà, là aussi il y a un aspect culturel, vous pourrez en discuter avec vos correspondants, parce que c'est pas du tout, on n'apprécie pas la même taille de moule.
Alors, je vais vous Elles dire. sont au top lorsque les nôtres sont au plus bas. D'accord. Donc en taux de chair. Parce que le cycle est différent. Elles pondent Elles fin font août. sans arrêt. Fin Ah ouais. août, elles sont arrêt, mais surtout fin août, quoi, là, alors que nous, c'est plutôt en mars, quoi. D'accord. Février-mars. Elle est toujours en gestation, Mais on- la boule, la galop. La La galop, galop, elle pompe qu'une fois. D'accord. Hein, mais en mai, elle est au top, si on peut dire avril-mai. Alors que les nôtres, elles commencent juste à se refaire une santé. D'accord. Il faut bien voir qu'on n'a rien contre ces moules-là, parce que moi j'ai organisé, on a fait un jumelage avec une ville qui s'appelle Cambados, en Galice, et qui produit 250 000 tonnes de moules. Et nous on produit que 10 000 tonnes de moules. Ouais. J'avais même emmené des cordes pour faire des essais. Mais une fois j'avais emmené tout un truc de cordes. Je ne sais pas ce que ça donnait après, mais t'as pas eu de c'est pas une résultat. nouvelle. Parce que là-bas, c'est sur des batéas, c'est pas des bouchots. On appelle ça des batéas. Et des cordes qui plongent en mer. Comme dans les temps de taux. Oui, pareil. Oui, parce qu'ils se servaient, le batéas, en espagnol, c'est qu'ils servaient des anciens bateaux. Des vieux chalutiers. Et là, ils mettaient des rangées de barres. Et après, ils amarraient. Alors maintenant, c'est plus des bateaux, c'est des grands carrés qui font des fois 40 mètres sur 40 mètres, des radeaux, des grands radeaux. D'accord. Mais un radeau produit environ 100 tonnes de moules. Oui, tout à l'heure, vous avez montré l'annuaire des marées. Mais l'annuaire des marées, il change dans toutes les régions. Oui. Par exemple, à l'île de Léron, par exemple, il y a 3 heures de décalage avec la basse mer, avec le Vivier. Et il y a 6 heures avec la baie des Vets. Si la basse mer est par exemple à 9 heures à Oléron le matin, elle est à midi au Vivier, et elle est à 3 heures l'après-midi à la baie des Vets. D'accord. En plus, la marée, c'est un phénomène local. Il n'y a pas d'heure des marées. On ne dit pas une heure. Voilà. En France, la marée va être à telle heure. C'est pas possible. C'est Et pas. on l'a avec ça. Voilà. D'accord. On a la hauteur de la mer, l'heure et tout ça. La basse mer et la haute mer. Oui, parce que la mer, si on regarde la bande ronde, la terre, si on veut dire, hein, ça va jusqu'à le milieu de la terre, l'équateur, et ça tourne. Et vice-versa le côté sud. Côté nord, ça arrive par l'Amérique. L'Amérique, ça revient jusqu'à l'équateur et ça remonte. C'est sous l'effet du soleil et de la lune. C'est pour ça au niveau des zones. Est-ce qu'il y a une autre question, Léa? Félix, la population locale a-t-elle pu aussi obtenir des concessions pour élever des moules? Mais j'entends. La population locale, donc les gens du Vivier, ont-ils pu aussi obtenir des concessions? C'est-à-dire, au départ, ils en ont obtenu, après ça, ils ont lâché parce qu'on n'avait pas le naissin, et après ça, ils en ont demandé, mais on était inscrit maritime, et puis c'était les lois de Colbert qui nous régissaient. Alors, plus vous avez d'années de navigation, vous avez 5 points, si vous étiez marié, 5 points plus, si vous aviez des enfants, tout ça, c'était souvent des anciens qui avaient 60 ans qui avaient ça, et puis nous, les jeunes qui arrivons d'Algérie, on arrivait tous d'Algérie, on avait fait 2 ans et demi là-bas, on arrivait, on n'avait rien du tout. Pourquoi d'Algérie? Parce qu'il y avait des colonies. Oui, c'était l'appelé, c'était la guerre d'Algérie. Oui. Et donc, ils étaient appelés, parce qu'à l'époque, il y avait un service, on en reparlera, il y avait le service militaire. Vous avez entendu parler de la chanson Le Déserteur, peut-être de vos... Oui. Donc, il y avait le service militaire, et donc, les jeunes, pendant 2 ans, étaient obligés d'aller au service militaire en Algérie. Oui, sur ça, on était déserteurs. Ouais. Et donc, voilà, ils arrivaient, et là, vous n'avez rien. Non, parce que les concessions se sont données au fur et à mesure des années. Hein, c'était pas une concession par-ci par-là. C'est qu'il y a eu les premières, en 54, les premiers essais. En 58, la concession de la société. Après, en 59, il y a eu de l'artillerie, tout ça, côté Chervé, Kéma, jusqu'à l'arrivée du Urto, le Beau Morisseau, 1959. Après, il y a eu 1962, 62 Irel. Ah oui, Irel, c'est 62. 62 Irel. Après 67, Saint-Benoît, ce qu'on appelait Saint-Benoît. Oui. Après, il y a eu vous, là, dans le milieu du biais, je ne me rappelle plus quand. Pareil. Alors, ça s'est fait petit à petit. Et là, les gens du Vivier, oui, en ont eu de plus en plus, parce qu'ils sont venus travailler aussi, apprendre le métier, on avait besoin de personnel. De toute façon, il y a besoin de personnel, c'est bien les gens du Vivier, les jeunes du Vivier qui sont venus travailler avec nous. C'était des ouvriers qu'on avait. Oui. Et après, ils ont eu le droit à avoir des bouchots.
Parce qu'il y a l'emploi là-dedans, hein. Il y a la famille, mais il y a tout l'emploi créé autour de ça. Hein. On voit comment ça fait de gens oui maintenant. Hein. Bah oui. Et puis tout en entour. Vous savez, là, il y a du monde à travailler. Multi-maire, métier tous les employés au port. Mais rien que chez nous, on est 24. Ah bah oui. Chez nous, je crois, des dizaines. C'est le Villiers Charvet. Non, mais ça fait du monde, ça fait du travail. Il faut des bras. Il fallait des bras dans ce temps-là, il fallait encore plus de bras parce que, et en général, c'était les jeunes qui rentraient dans le marché du travail. Puis, il y avait pas de boulot, il y avait du boulot. Et ce qu'il y a aussi, c'est qu'autrefois, les gens étaient moins exigeants pour le lavage des moules, et on livrait beaucoup en paquet, mais maintenant, il faut presque les préparer, les cuisiner. Alors, on a eu beaucoup de marins qui arrivaient de Terre-Neuve aussi. Ah oui, parce que... Alors c'était tellement dur, quand ils arrivaient chez nous, c'était vraiment beaucoup plus facile. Ils ne savaient même pas goudiller. Ouais. Ils savaient juste Ah mais ils savaient peut-être pas couper la morue. Mais par contre, c'était des travailleurs. Et quand on les faisait monter dans une embarcation, dans une petite yole, quand on lui disait comme ça, tiens, ben, tu prends la yole, tu prends l'aviron, puis tu te déplaces. Ils ne pouvaient pas. Ah non. Ils ne savaient pas goudiller. Non, rien. Ah mais maintenant, les jeunes ne savent plus godiller. Ah mais non, mais il y a le propulseur. C'est quoi godiller? Expliquez, parce que je suis pas sûr qu'ils savent. Ah, fait un 8, oui. C'est un aviron qu'on est dans le bout de la Dans le tableau de... Il faut faire ça. Non, mais le principal outil, c'était pas la yole, c'était la con. Ah oui, le principal outil. C'est grand comme deux fois la table. Hein, oui, exactement. Et c'est fait, vous l'avez vu peut-être sur le port, c'est fait comme une spatule de ski. Hein, arrondie comme ça. Alors ça permet de glisser sur l'eau, de naviguer sur l'eau, et ça permet aussi de glisser sur la vase. Un jeune qui faisait de la con lui, sur les vases de Marseillais avec une voile. Oui, parce qu'en Charente, la baie de l'Aiguillon, c'est beaucoup de vases. La baie du Mont-Saint-Michel, c'est du sable. Là-bas, fait que ces petites embarcations plates, effectivement, on se déplaçait sur la vase, hein, très facilement. À la perche même, ou même à la botte, à pousser aussi, avec une jambe. Avec une pelle. Avec une jambe. Puis à la pelle, c'était sur l'eau. Et même à la voile, il y avait des petites voiles sur ces petites embarcations. Parce qu'il faut bien Des voir fois, ça allait trop vite. Ouais. Sur un bateau, mettons, il y avait 4 matelots, il y avait 4 hommes, le patron et les matelots. Il y avait 4 personnes, il y avait 4 acomptes, chacun met son acompte. Pour pêcher, Et on pêchait. Dès qu'on voyait les pieux, la tête des pieux, hop, on allait pêcher, et chacun prenait 15 ou 20 pieux, et puis au fur et à mesure qu'on avait repêché, on pêchait à la main, puis dedans. C'était le principal outil. On pouvait mettre 400-500 kilos dans quand il faisait beau. Quand il y avait de la mer. Et puis après, à l'appel, on allait rejoindre le bateau, on s'amarrait au bord du bateau, et à l'appel, encore, et bien hop, fallait tout envoyer dans le bateau, les 500 kilos. De la con sur le bateau. De la con sur le bateau. Parce qu'on pouvait mettre que 450, mais un gars, il pouvait pêcher une tonne. Comme disait Gérard tout à l'heure, eh bien, on les manipulait. Et quand c'était des paquets, ils pêchaient 2 tonnes. Oui, dans une journée, on les manipulait plusieurs fois. Je dis 5 fois. Alors, les élèves, eux, ils ont vu les bâtiments avec les laveuses, les dégrappeuses, tout ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on lavait les moules quand il n'y avait pas toutes ces machines et quand il n'y avait pas les bâtiments ou viviers? Alors, vous l'aviez où, en fait, les moules? Alors, on peut dire, bon, à l'époque, déjà, la commercialisation n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui.